Bonjour à tous, bienvenue au Hub qui vient de vous être présenté. Et merci d'être avec nous aujourd'hui pour donc suivre une nouvelle table ronde sur le thème de l'adaptation au changement climatique dans le cadre du cycle que nous avons mis en place depuis le début de l'année 2022 sur le sujet et avec des séquences antérieures qui ont porté sur notamment les inondations, le littoral. Et donc aujourd'hui, nous allons notamment évoquer un sujet assez central de l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire la gestion de l'eau contre les risques de sécheresse. Je m'appelle Gilles Vauclin, je suis directeur de la transition écologique énergétique à la Banque des Territoires. Et pour donc introduire le sujet, ce matin, donc, je suis accompagné par Géraldine Rollin, qui est donc responsable d'investissement eau et assainissement à la direction de l'investissement à la Banque des Territoires. Bonjour Géraldine. Et puis de Bonjour. Audrey Charluet, qui est responsable animation écosystème partenariat à la Banque des Territoires, évidemment, bien entendu aussi. Donc toutes les deux, je vais vous laisser maintenant la parole pour introduire le sujet. Je crois que c'est toi, Géraldine, qui commence, et peut-être pour nous poser un peu les enjeux, les problématiques du sujet et la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Très bien. Alors, sur le premier slide. Alors, vous avez tous entendu parler de sécheresse cet été, mais avez-vous vraiment mesuré l'ampleur de la crise? Donc, la carte que vous voyez à l'écran présente l'ampleur des restrictions d'eau, des restrictions au prélèvement d'eau sur le territoire en vigueur début septembre. Donc, en rouge, 79 départements pour lesquels seuls les usages prioritaires, c'est-à-dire l'alimentation en eau potable, la sécurité, la santé, étaient autorisés. Donc avec des restrictions totales, une interdiction de prélèvement pour les usages économiques, industriels ou agricoles, et d'agrément, les arrosages d'espaces verts. Voilà. Donc la grande majorité du territoire, début septembre, encore sujet à des fortes restrictions de prélèvement. Et au total, 100% des départements ont été touchés cet été par des restrictions de différents niveaux. Donc ça concerne tout le monde, ce sujet. Je ne parle pas assez fort. Voilà. OK. Quelles en sont les causes? Depuis l'hiver 2022, on a enregistré un déficit pluviométrique très important qui était de 30% cet été, combiné à 3 vagues de chaleur, avec un mois d'août le plus chaud depuis le début du XXe siècle, ce qui a engendré un assèchement des sols, ce qu'on appelle la sécheresse, et une faible recharge des nappes, et en même temps une vidange précoce de ces nappes, c'est-à-dire qu'on a commencé à prélever dans les nappes dès le début du printemps, donc beaucoup plus tôt que d'habitude. Et ce faible niveau des cours d'eau et des nappes engendre également une plus forte concentration des polluants dans les masses d'eau, ce qui entraîne parfois le déclassement des sources d'alimentation en eau potable. Alors c'est pour ça qu'en partie, en raison du manque de disponibilité, mais aussi de ce déclassement de sources d'alimentation en eau potable, on a eu cet été 117 communes privées d'eau, donc pour lesquelles l'acheminement en eau potable a été fait par camion-citerne. Vous avez peut-être vu les images. Et encore à fin septembre, la préfecture des Côtes-d'Armor a alerté sur le risque sérieux de rupture d'alimentation en eau potable sur certains secteurs du département en raison de réserves de seulement 35 à 45 jours de ressources pour l'eau potable. Voilà. Alors, est-ce que cet événement est exceptionnel? Oui, par son intensité, mais il s'inscrit dans une tendance à la diminution de la disponibilité de la ressource. Donc c'est ce qui a été mesuré. On peut voir sur cette carte un petit peu compliquée, mais que je vais vous expliquer rapidement. La disponibilité diminue sous l'effet du changement climatique. En bleu clair, les bassins sur lesquels la ressource a diminué, on voit que ce n'est pas homogène. Il y a quelques bassins sur lesquels la ressource, depuis les années 90, a un petit peu augmenté. Et les causes sont explicitées par les diagrammes. Donc, on voit en vert la hausse ou la baisse des précipitations et en orange la hausse ou la baisse de l'évapotranspiration. Pardon. Donc, petit rappel, la moitié des eaux de pluie qui tombent s'évaporent. Donc, seulement à peu près la moitié alimente la reconstitution des ressources en eau. Voilà, je
Je te propose peut-être maintenant de passer à la partie justement. Donc ça pose la question de plus en plus du partage de l'eau. On a déjà une certaine partie du territoire sur lequel il y a un déficit structurel entre prélèvement et disponibilité de la ressource. Ce sont les fameuses zones de répartition des eaux sur lesquelles les prélèvements sont régulés avec des quotas définis par les préfets. Donc on voit sur la carte, déjà en 2018, une partie significative du territoire était classée en ZRE. Donc cette question du partage de la ressource va se poser de manière croissante, et ce qui nous amène à nous poser des questions de quel levier dispose-t-on pour limiter la consommation, quel levier pour optimiser la disponibilité de la ressource, parce qu'on peut aussi agir sur sa disponibilité, et comment mieux anticiper le risque, parce que mieux réguler de manière anticipée, ça permet d'éviter l'épuisement précoce et les mesures de restriction. Merci Géraldine, ça va être tout l'enjeu effectivement des échanges qu'on va avoir juste après. Avant d'y arriver, donc peut-être Audrey, quelques mots aussi sur le rôle de la Banque des Territoires, notre positionnement et aussi nos premiers résultats. Alors, merci Gilles. On voit que effectivement le sujet de la ressource en eau est un sujet important et d'actualité, ce qui nous réjouit à moitié, parce que ça fait quand même maintenant 4 ans qu'on travaille sur le sujet avec l'équipe, et qu'effectivement on voit maintenant le fait que le sujet revienne sur le devant de l'actualité et qu'il prenne une importance croissante, notamment dans la mise à l'agenda d'un certain nombre de solutions pour les territoires. On a travaillé depuis le début de l'année avec un ensemble de collectivités locales pour arriver à mieux identifier quels étaient leurs besoins sur ce sujet de la gestion globale de l'eau, et pas uniquement de la question de la rénovation des réseaux, même si c'est un point important sur lequel on avait travaillé suite aux assises de l'eau déjà en 2018. Avec un certain nombre de dispositifs financiers qui ont été mis en place, mais on voit bien qu'avec les évolutions rapides qu'on a vues notamment cet été sur la question de la disponibilité de la ressource, la gestion seulement de la rénovation des réseaux n'est pas suffisante. Et comme on s'est dit parfois dans l'équipe, s'il n'y a plus rien à mettre dans les réseaux, ça ne sert à rien de les rénover. C'est un peu court, mais... En synthèse, voilà. Donc on travaille donc avec des collectivités locales pour bien identifier leurs besoins, et on a travaillé aussi avec un ensemble de partenaires, partenaires institutionnels, fédérations professionnelles, partenaires de l'innovation, pour arriver à trouver en fait le meilleur enchaînement de solutions possibles pour que les collectivités aillent de la prise de conscience des enjeux de l'eau sur leur territoire jusqu'à la réalisation et la gestion de leurs infrastructures, sur l'ensemble des cycles de l'eau. Et donc on est en train de définir un certain nombre de propositions pour les aider à monter en compétences, pour accélérer l'acculturation globale des territoires, et puis pour trouver des solutions, des outils aussi, parce qu'il manque un certain nombre d'outils dans les territoires, notamment autour de la donnée de l'eau. Voilà. Donc on espère que tout ça va se concrétiser très prochainement. On avance, on va dire, aussi vite qu'on peut, avec l'urgence qui nous attend pour l'été prochain, on va dire. Donc on a compris, Audrey, qu'on n'a pas simplement un rôle de simple financeur, même s'il est très important évidemment, à la fois avec l'ingénierie des prêts et des fonds propres, mais aussi on a un rôle effectivement d'accompagnateur, on va dire global, des collectivités locales dans la réflexion, la conception et la réalisation des projets liés à l'eau. Merci beaucoup Audrey, merci Géraldine. Et on va passer tout de suite donc maintenant à la première table ronde croisée, l'interview croisée. Donc merci Florence. Merci Florence Abetz de m'avoir rejoint donc sur ce petit plateau. Bienvenue. Et donc nous avons aussi en principe en ligne Thierry Burlot. Est-ce que Thierry, vous m'entendez? Thierry qui est donc président du comité de bassin de l'agence Loire-Bretagne. Je ne sais pas s'il est connecté ou pas. Si, moi je suis connecté, je vous entends bien. Ah parfait, merci beaucoup Thierry. Merci d'être avec nous donc ce matin. On va procéder donc à un petit échange croisé avec Florence Abetz. Donc pour vous présenter rapidement tous les deux. Donc Florence, vous êtes
Alors j'ai du mal à prononcer ce mot un peu. Hydroclimatologue, voilà, exactement. Et vous travaillez, je crois, au CNRS, hein, c'est bien ça. Et vous êtes professeur attaché à l'ENS. Et Thierry Burlot, donc, qui est président du comité de bassin de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, et président aussi du Cercle français de l'eau, et un élu de Bretagne. Donc, je propose peut-être qu'on commence avec vous, Florence, pour peut-être prolonger un peu le propos qui a été développé en introduction. On a vu effectivement l'état de la situation pendant l'été, et même maintenant aussi à l'automne, avec encore des restrictions, même des risques de pénurie, de coupure. Donc, quelle est votre analyse à vous, en tant que spécialiste du sujet, sur dans quelle situation est-on aujourd'hui? Est-ce qu'il est totalement anormal? Est-ce que ça va devenir la norme à l'avenir? Quelle perspective, quelle analyse vous faites en fait de la situation? C'est vrai qu'on est dans une situation. Le micro est fermé, je pense. Ouais, il faut appuyer sur le bouton. Voilà. Excusez-moi. Donc effectivement, on est dans une situation extrême, en tout cas extrême par rapport au passé, ça c'est clair. On a un déficit en eau qui est important, qui est généralisé. C'est pas forcément complètement inédit à l'échelle de 150 ans, mais la différence par rapport à cette déficit de ressources en eau, c'est qu'on est beaucoup plus nombreux et on consomme beaucoup plus que la dernière grande période de sécheresse longue et étendue qui a eu lieu dans les années 1945 à peu près par là. Donc effectivement, les impacts ne sont pas du tout les mêmes. Et malheureusement, effectivement, dans le cadre du dérèglement climatique, on s'attend à ce que ce genre de situation soit plus récurrent. Et donc, effectivement, il faut vraiment être capable de s'adapter à ces situations, puisque ça risque quand même de faire partie d'un avenir fréquent. Fréquent et récurrent, donc avec des risques effectivement de pénurie croissante. Peut-être un petit mot quand même sur les raisons fondamentales de tout ça. En fait, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça pour qu'on en arrive à cette situation? Clairement, avec tout ce dérèglement climatique, on a un changement, grosso modo, de la distribution des pluies sur le globe. Et donc, nous, on est dans une région, en gros, sud de l'Europe qui a tendance à s'assécher, un nord de l'Europe peut-être qui pourrait avoir plus d'eau, mais en gros, la France est plutôt sur une région qui va, ou pas beaucoup, avoir d'évolution des pluies ou une diminution. Mais à cela se rajoute un autre phénomène, c'est-à-dire qu'on a aussi une augmentation, comme vous le savez, de la température, mais qui s'associe à finalement une diminution de l'humidité dans l'air, et ça génère une demande d'évaporation plus forte. Et du coup, on n'a pas forcément plus d'eau, plus de pertes par évaporation, et du coup, moins de ressources en eau. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que finalement, ce déficit de vapeur d'eau devrait finir par s'équilibrer d'ici 200-300 ans. Donc voilà. Mais d'ici là, il faut qu'on arrive à s'adapter. D'accord, donc on a 300 ans à gérer. Si on se résume, donc je vais me tourner vers Thierry Burlot. Thierry, peut-être un petit mot avant d'entrer dans le sujet, pour rappeler ce que c'est qu'un comité de bassin, une agence de l'eau, et puis après peut-être nous expliquer un peu quelle est votre analyse là aussi sur la situation, et notamment du point de vue territorial. Écoutez, d'abord bonjour à toutes et à tous. Donc une agence de l'eau, un comité de bassin, pardon, c'est un parlement de l'eau. La France est organisée en 6 grands bassins métropolitains, notamment celui de Loire-Bretagne, que j'ai le plaisir de présider, qui est un bassin qui regroupe le bassin de la Loire, hydrographique de la Loire et la Bretagne. Donc l'idée, c'était, au moment où on a voté la loi sur l'eau de 64, de penser et d'imaginer de gérer l'eau au niveau des grands bassins hydrographiques. Ce qui est une référence, et ce qu'il faut avoir à l'esprit, parce que malheureusement, les périmètres hydrographiques ne sont pas les périmètres politiques, et ce qui pose un certain nombre de questions. La deuxième chose qu'a créé la loi de 64, c'est les agences de l'eau, qui sont des organismes financiers qui reçoivent à peu près 2 milliards d'euros par an de redevances, sur le principe du pollueur-payeur. Et ces redevances sont ensuite redistribuées aux collectivités qui font des efforts pour bien gérer la ressource en eau, aussi bien la quantité que la qualité. Et enfin, la loi de 64 a créé les comités de bassin, qui sont des organismes
démocratie participative où on retrouve les services de l'État, les collectivités territoriales, les agriculteurs, les industriels, les associations de protection de l'environnement pour définir ce qu'on appelle un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Alors, quelle est la situation, Thierry, sur le terrain? Quelle est la situation? Comment vous analysez les choses du point de vue du bassin, par exemple? Bah écoutez, on a pris un gros coup sur la tête. Hein. Je tiens à le préciser d'entrée de jeu. Alors, notre bassin, Loire-Bretagne, a été particulièrement touché par les zones de sécheresse, et l'est encore. Hein. Qui aurait pu imaginer, par exemple, que les Côtes d'Armor, un département breton, soient, au moment où je vous parle, encore en période de sécheresse. Ce matin, on a un temps exceptionnel sur la Bretagne, très chaud. On va encore atteindre des températures de 20 degrés et il ne pleut toujours pas. Et donc là, ça devient hyper inquiétant parce qu'on a vécu un été très sec, un hiver précédent où la pluviométrie n'a pas permis la réalimentation des nappes. Et là, si ça continue comme ça, on va avoir de grosses difficultés. Alors, ce que je voudrais dire, moi, c'est qu'on était jusqu'alors beaucoup occupés sur les questions de qualité des eaux. C'est vrai que, notamment en Bretagne, sur ce sujet, on a eu beaucoup de travaux ces dernières années. Et là, aujourd'hui, on est rattrapé par le sujet de la quantité qui touche quasiment tous les départements du bassin. Et la quantité d'eau disponible aujourd'hui va devenir de plus en plus rare et il va falloir la partager. Et si on n'y prend pas garde, et c'est l'une des choses que je voulais vous dire ce matin, si l'on n'y prend pas garde, on pourrait très bien assister à la guerre de l'eau en métropole, car il va falloir malheureusement, ou peut-être, il va falloir tout simplement partager les usages entre l'eau potable, la santé publique, l'agriculture, l'industrie, et ça ne va pas être une chose simple. On a considéré pendant de nombreuses années que cette ressource était inépuisable, et on est en train de faire le constat qu'avec ce dérèglement climatique, les périodes de tension vont s'accentuer, et il va falloir qu'on soit beaucoup plus sobre en matière de gestion de nos ressources en eau. D'accord. Peut-être Florence, une petite réaction là-dessus. Est-ce que vous avez le sentiment aussi qu'on est face à un risque de guerre de l'eau? Il y a clairement des tensions qui sont à l'œuvre. Hein. Donc, effectivement, du fait finalement de l'aspect anthropique des sécheresses, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des situations météorologiques qui contribuent à des sécheresses, mais qui sont gravement accentuées par les activités humaines, c'est-à-dire par les prélèvements. Et donc, voilà, aujourd'hui, on considère qu'une grosse partie des sécheresses qu'on appelle hydrologiques, c'est-à-dire des débits, sont liées à des activités humaines. Donc, effectivement, à partir de là, forcément, si plusieurs personnes veulent prélever la même ressource, il y a conflit. Alors, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui anticiper ce risque de conflit? Et quelles sont les pistes pour désamorcer justement un peu les conflits? On peut imaginer que s'il y a un problème de quantité, comme le disait Thierry, il faut agir sur l'offre et la demande en même temps. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Alors, effectivement, la sobriété est un mot à la mode, mais qui avait déjà été mis en avant lors des assises de l'eau il y a quelques années. Hein. Donc, la sobriété, c'est un moyen quand même de réduire la tension. Et après, effectivement, on ne s'attend pas à ce que toutes les années à venir soient en déficit. Hein. Donc, il faut sans doute être capable de s'adapter à la situation. C'est vraiment ça le mot, hein, c'est s'adapter à la situation. Et pour ça, c'est vrai que nous, en tant que scientifiques, on travaille aussi à l'anticipation, c'est-à-dire à la prévision. Donc là, par exemple, on arrive à faire des anticipations de la ressource en eau souterraine à 6 mois. Alors c'est déjà pas mal, hein. Donc on pouvait anticiper le fait que la sécheresse elle dure jusque maintenant, même dans les Côtes d'Armor, et on est encore capable de dire que ça va continuer là jusqu'à sans doute la fin de l'année. Par contre, ce qui serait vraiment plus efficace, je pense, pour tous les territoires, c'est d'être capable d'avoir presque un an en fait d'avance, parce que là on pourrait dire l'assolement cette année, je vais réduire peut-être telle partie qui aurait besoin de plus d'eau. Voilà, en fait on arrive à faire 6 mois. La gestion idéale ce serait sans doute plus d'un an. C'est pas complètement hors de portée, mais voilà, faut avoir. D'accord. Donc le but c'est effectivement d'avoir plus de profondeur de champ en fait sur ce qui va nous arriver pour être plus en situation d'anticiper. Thierry, au-delà de cette question de l'anticipation, comment est-ce qu'on fait pour réguler en quelque sorte les différents besoins d'eau? Qu'est-ce qu'on peut organiser en fait à l'avenir pour traiter cette question des conflits d'usage? Alors d'abord, moi ce que je voudrais dire, c'est que la question de l'eau a été jusqu'à présent le parent pauvre du dérèglement climatique.
C'est-à-dire que quand on parlait du climat au niveau international, on parlait de la température de l'air, on parlait évidemment des catastrophes, on a parlé de la biodiversité, mais on avait, je trouve, un peu oublié la question de l'eau. Donc la question de l'eau, elle est très importante parce qu'elle est au cœur de tout développement. Vous savez, sans eau, vous n'avez pas d'agriculture. Sans eau, vous n'avez pas de développement économique de l'industrie. Sans eau, vous n'avez pas d'énergie. Donc aujourd'hui, la question de l'eau, avant toute chose, c'est la question d'un bien commun inestimable. Inestimable. Et je pense qu'il faut que les territoires se mobilisent autour de ce bien commun. Et l'idée, c'est de se dire comment on peut gérer ce pour l'économiser, le protéger, pour le préserver, car, encore une fois, c'est la perle des territoires. Les territoires qui se développeront demain, les territoires où il fera bon vivre demain, c'est les territoires qui disposeront d'une eau en quantité et en qualité. Alors, les pistes sont nombreuses. D'abord, je vous dis, l'effort doit être collectif. On ne peut pas imaginer de gérer seul cette question. Ensuite, il va falloir qu'on stocke l'eau. Et stocker l'eau, c'est stocker l'eau avant tout dans les sols. Parce que malheureusement, ces dernières années, on a beaucoup fait en sorte que cette eau rejoigne très rapidement la mer. On voit bien que le cycle de la pluviométrie va évoluer. Je prends l'exemple de la Bretagne, par exemple, où on va avoir autant d'eau. Les prévisionnistes nous disent qu'on pourrait avoir autant d'eau à l'avenir. Par contre, on aura plus de sécheresse et plus d'inondations. Donc, il faut pouvoir stocker l'eau dans les sols et mettre en place ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. Ensuite, il faudra économiser cette eau, c'est-à-dire mieux gérer, rénover nos réseaux, par exemple. On peut aussi imaginer pour les industriels de mettre en place des solutions comme la réutilisation. On peut aussi mettre en place des économies d'eau pour les particuliers. On peut aussi travailler pour avoir une agriculture moins consommatrice d'irrigation et d'eau. Bref, on a une multitude de solutions. Encore faut-il qu'on prenne la mesure du sujet et qu'on se dise tous collectivement que cette ressource est essentielle et qu'il faut qu'on la gère ensemble avec la plus grande responsabilité. Est-ce que ça sera facile, Thierry ? Parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a quand même des grands consommateurs d'eau en France qui sont de nature diverse, qui ont des intérêts divers. Donc, ok, on entend l'idée, mais c'est pas si simple. Vous savez, moi, j'ai rencontré les dirigeants d'EDF tout récemment. Vous avez vu ce qui s'est passé cet été, c'est-à-dire qu'on avait des centrales nucléaires qu'on a à un moment donné arrêtées parce qu'on ne pouvait plus les refroidir avec l'eau de nos fleuves. Donc, il va falloir que chacun prenne conscience que cette eau, la disponibilité de cette eau est essentielle pour l'avenir de nos territoires. Essentielle. Et donc, ça, c'est extrêmement important de partager ce diagnostic et ensuite de mettre en place des dispositifs, non pas pour contraindre, mais pour préserver ce bien commun. Vous savez, la protection de la ressource en eau, c'est comme toutes les questions environnementales. Ce n'est pas une contrainte contre le développement économique. C'est-à-dire que le développement économique de notre territoire demain ne pourra pas se faire si on n'est pas capable d'avoir cette ressource en eau essentielle. Donc, c'est changer notre logiciel de pensée. Et puisque l'occasion m'en est donnée, je voudrais dire à la Banque des Territoires, qui contribue beaucoup au financement de nos collectivités, il faut qu'on trouve des dispositifs incitatifs pour préserver ce bien commun, pour préserver ces ressources en eau essentielles, car encore une fois, l'eau sera au cœur du développement des territoires demain. Alors, on essaiera d'être au rendez-vous, ça fait partie de nos intentions d'ailleurs. Ceci étant dit, une remarque quand même par rapport à ce qu'on vient de se dire, c'est qu'on constate quand même qu'il y a eu du côté des collectivités locales ces dernières années plutôt un ralentissement, on va dire, de l'investissement, notamment sur les réseaux d'eau et d'assainissement. Si on compare la décennie 2010-2020 par rapport à la situation antérieure, on a été plutôt à la baisse. On voit que les niveaux d'endettement aussi des collectivités locales ont baissé dans la période. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un sous-investissement ces dernières années? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effort de surinvestissement à faire à l'avenir? Il y a des domaines, il faut bien le reconnaître, où les collectivités ont pris un peu de retard. Je pense par exemple au renouvellement des réseaux.
Aujourd'hui, on a beaucoup parlé des fuites d'eau dans les réseaux cet été, au moment où il fallait économiser cette eau. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu le taux de renouvellement de nos canalisations d'eau, on n'est pas à la hauteur du sujet, puisqu'on a renouvelé moins d'1% de nos réseaux aujourd'hui. Donc il y a un vrai effort de diagnostic, de rénovation à réaliser. Ceci dit, je ne voudrais pas non plus qu'on cristallise le débat sur cette question du renouvellement des canalisations, parce que c'est vrai qu'il y a des fuites, mais bon, on a quand même des collectivités qui gèrent plutôt bien leur service d'eau et d'assainissement. Okay. Par contre, là où je voudrais qu'on insiste encore une fois, c'est sur la nécessité de préserver. Vous savez, quand on parle de la préservation de l'environnement, on parle toujours de contraintes, quand on protège des zones humides, quand on maintient du bocage, on parle toujours de contraintes, alors que ces sujets sont essentiels pour bien gérer nos sources, nos rivières, nos fleuves. Et encore une fois, nos sources, nos rivières et nos fleuves sont l'avenir de nos territoires. Donc il faut qu'on apprenne à mieux gérer nos sources, nos rivières et nos fleuves. Comment vous voyez les choses, vous, Florence? Est-ce que vous voyez des options qui sont très importantes et qu'il faut prioriser? Oui, alors moi je rejoins tout à fait Thierry Burlot sur le rôle essentiel des sols pour regagner une bonne qualité et quantité de la ressource en eau, hein, ça c'est vraiment essentiel. Et puis en fait finalement il y a quand même 2 points aussi importants. Le premier quand même à garder en tête de façon très importante, c'est que en fait l'avenir n'est pas écrit encore, on peut jouer dessus. Il n'est pas gagné qu'on arrive à 5 degrés. De toute façon, si on arrive à 5 degrés, je pense qu'on a tous perdu. Et donc, en fait, l'atténuation du changement climatique, la réduction de nos émissions, elle a un impact énorme sur l'occurrence des sécheresses, même en France. C'est-à-dire que vraiment, on voit la différence entre les scénarios, les projections climatiques. C'est pas du tout la même chose d'être dans un scénario à 2 degrés que dans un scénario à 3, 4 degrés. Donc, la première chose, c'est aussi d'avoir des solutions qui sont favorables à l'atténuation, au stockage de carbone, par exemple, ou à la non-émission de carbone. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, un deuxième élément, c'est le lien quand même entre quantité et qualité de l'eau. On est quand même pénalisé par le fait que beaucoup de nos ressources en eau sont déjà de mauvaise qualité, ne sont plus exploitables, ou le sont moins, ou alors que le fait qu'il y a énormément de nutriments dans l'eau génère des bloom algos qui pénalisent du coup voilà, ces ressources. Il y a un lien très fort. On ne peut pas dire qu'on veut tout miser sur un des éléments et pas l'autre. Il faut vraiment gérer les deux ensemble et donc investir à la fois pour la préservation de la qualité et de la quantité. Oui, donc parce que c'est le paradoxe un peu aussi du réchauffement climatique, c'est que moins on a d'eau et plus on a risque qu'elle soit de mauvaise qualité. Dans 600 mètres, il y a un peu d'interférence. Merci à ceux qui ont le micro ouvert de bien le laisser fermer, sauf si vous avez une question. Donc effectivement, il y a aussi ce paradoxe effectivement du lien entre la qualité et la quantité. C'est vrai que Thierry disait tout à l'heure qu'un des enjeux fondamentaux des agences de l'eau, c'est de traiter aussi la qualité, c'est leur mission fondamentale. Mais c'est vrai qu'on entend aussi beaucoup de choses sur la question des polluants, des micro-polluants qui se développent dans les captages. Comment est-ce qu'on va aussi simultanément régler cette question de la dépollution dans ce contexte de réchauffement climatique et de carence éventuellement de ressources? C'est clair que là, on a un gros enjeu parce qu'effectivement, on sera sans doute capable d'avoir des technologies qui nous permettront de dépolluer l'eau, mais ça veut dire que ça va être très énergivore, donc complètement pas compatible avec le scénario de sobriété qu'on doit suivre finalement. Donc, la première chose, c'est vraiment d'éviter de polluer l'eau. On a déjà énormément pollué les sols, les nappes. Il y a tout un tas de polluants qui ne sont pas encore arrivés dans la nappe, mais qui vont y arriver. Donc on joue déjà sur un fil un petit peu tendu. Il ne faut pas en rajouter. Quelque part, les efforts pour arrêter de polluer l'eau, et donc que ce soit en ville, en campagne, les industries, les agriculteurs, etc. La pollution diffuse est difficile à gérer. Les agences de l'eau ont bien réussi à gérer les pollutions ponctuelles, mais les pollutions diffuses, c'est très compliqué. Et puis ça dépend d'autres politiques comme la PAC, qui n'est pas tout à fait à la hauteur des enjeux. Donc voilà. Donc je ne sais pas à quel point les hubs de territoire peuvent travailler là-dessus. Alors, je crois qu'on est plutôt sur un sujet de gouvernance, comme l'évoquait tout à l'heure Thierry. C'est-à-dire que Thierry, peut-être je crois qu'on est dans le timing pour terminer cette table ronde, mais peut-être en guise de conclusion, là, j'entendais tout à l'heure effectivement l'invitation à avoir une gouvernance plus structurée,
plus anticipatrice et comme vient de le dire Florence à l'instant aussi, il y a cet enjeu aussi des changements de pratiques sans doute dans les usages de l'eau. Est-ce que vous voyez effectivement des priorités, on va dire, dans les choses à faire, dans l'ordre, dans le cadre d'une gouvernance qui serait revue? Bah écoutez, c'est un beau sujet politique, hein, la question de l'eau, parce que là, on ne peut pas jouer, on est obligé de jouer collectif si on veut réussir. Donc c'est un beau sujet politique. Vous savez, l'état de nos fleuves n'est que finalement le reflet de nos dysfonctionnements. Si on trouve des pesticides, des nitrates et tant d'autres produits polluants dans nos fleuves, c'est qu'à un moment donné, il a bien fallu que ces pollutions, on les amène. Et encore une fois, on parle beaucoup de l'agriculture, mais il y en a pour les industriels et il y en a pour les particuliers. La qualité de nos fleuves, encore une fois, c'est finalement le résultat de nos consommations, de notre manière de consommer, de vivre et tout le reste. Donc aujourd'hui, il va falloir, encore une fois, qu'on prenne conscience que nous avons beaucoup de chance de disposer d'une eau qui tombe sur nos territoires. Ben, sachons la préserver. Et encore une fois, l'effort ne sera que collectif. Moi, ce que je souhaiterais surtout, c'est que la question environnementale ne soit pas, encore une fois, la dernière roue de la charrette, le dernier budget qu'on vote dans nos collectivités ou la dernière politique publique qu'on met en œuvre. La question environnementale, c'est une question structurante. Sans qualité, sans quantité d'eau, vous ne pourrez pas bien vivre. Donc il faut remettre cette question-là au centre des projets de territoire. Et je rejoins ce que disait Florence tout de suite. Vous savez, la quantité d'eau va impacter terriblement la qualité de nos eaux. C'est-à-dire que moins vous aurez d'eau, plus vous aurez de tension sur la ressource. Et là, il faut qu'on prenne tous conscience que ce bien commun est essentiel à notre santé, à notre vie collective et à notre finalement bonheur. Voilà. Merci beaucoup Thierry pour cette conclusion de cette première partie table ronde. Merci beaucoup à Florence Abatz également pour la qualité de vos échanges et je dirais l'importance aussi des messages qui ont été passés. Je vous propose donc de passer à la deuxième séquence où on va passer un petit peu à l'illustration sur le terrain, donc à travers d'abord donc un échange avec Johan Leibrecht. Je ne sais pas si vous êtes avec nous, Johan. Vous m'entendez? Oui, je maîtrise mon micro là, oui. Alors attendez, tout à l'heure je ne le maîtrisais pas, mais vous me voyez? Oui, alors on vous entend. Moi je ne vous vois pas, mais je vous entends. J'ai activé ma caméra. Voilà. Alors, Johan, vous êtes directeur d'établissement public du Marais Poitevin, donc on va se projeter sur le Marais, qui est on va dire quand même un lieu emblématique, hein, la question de la gestion de l'eau en France aujourd'hui. Tout le monde a entendu parler effectivement des problèmes qui affectent le Marais Poitevin et puis aussi la fameuse polémique en quelque sorte sur les bassines. On va sans doute y revenir, mais peut-être avant de commencer, Johan, donc vous dirigez un établissement public. Deux petits mots très rapides sur ce que c'est qu'un établissement public du Marais Poitevin, à quoi ça sert et pourquoi il a été créé. Alors déjà, le Marais Poitevin, je ne sais pas si vous me voyez bien. Oui, on vous voit très bien. Bien. Le Marais Poitevin, c'est une zone humide absolument extraordinaire, hein. Le Marais Poitevin, en fait, il est dual. Il y a la zone centrale, ce qu'on appelle la zone humide, qui fait 100 000 hectares. Donc ça fait du Marais Poitevin la seconde zone humide de France métropolitaine après la Camargue et la première zone humide du littoral atlantique français. Mais le Marais Poitevin, c'est aussi un bassin d'influence, un bassin versant, qui fait pratiquement la taille d'un département et qui s'étend sur la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vendée, avec les bassins du Lay, de la Vendée, des Autizes, de la Sèvre niortaise et du Curé. Donc c'est un territoire considérable. Et ce territoire considérable, une ancienne zone humide, un ancien marais, a été aménagé depuis plusieurs siècles, presque un millénaire, pour maîtriser l'eau justement, pour évacuer l'eau le plus vite possible, pour donc désinonder ce territoire, mais aussi pour le cultiver. Donc c'est un territoire qui a un potentiel de biodiversité extraordinaire, mais c'est un territoire qui est aménagé par l'homme depuis très longtemps et sur lequel évidemment il y a des contrastes et des conflits d'usage. Johan, du coup, une petite question, parce que là je vous entends redonner un peu l'historique sur le fait qu'on a plutôt cherché à assécher
le marais et le cultiver. Aujourd'hui, l'établissement public que vous dirigez, c'est quoi sa mission en fait? Alors l'établissement public, lui, il a été créé à la suite du contentieux européen, puisque la France a été condamnée en 1999 pour application insuffisante de la directive oiseaux. Il y a eu un plan décennal qui a été mis en place par les pouvoirs publics, et à l'évaluation mi-parcours de ce plan, on a décidé qu'il fallait créer une structure dédiée au marais Poitevin, et c'est la loi Grenelle 2 de 2010 qui a créé l'établissement, donc un établissement public de l'État dédié à la gestion de l'eau et de la biodiversité sur le marais Poitevin. Et si on analyse les différentes missions qui ont été attribuées à l'établissement, on est bien dans de la gestion de l'eau, mais en faveur de la biodiversité. Donc toutes les actions que nous menons concourent à favoriser l'expression de la biodiversité sur la zone humide, c'est-à-dire améliorer la gestion de l'eau pour que les différents compartiments biologiques s'expriment davantage, en particulier les oiseaux. C'est un territoire de migration et de stationnement considérable d'oiseaux migrateurs. Et donc, il est important de favoriser leur vie sur le marais Poitevin. D'accord. Donc, du coup, on voit bien quelles sont vos missions. Alors maintenant, quelle est la situation, par exemple, aujourd'hui sur le marais Poitevin? On parlait tout à l'heure des pénuries qui affectent encore en ce moment le territoire en France. Comment ça se traduit sur le marais? Et quelle est la perspective que vous anticipez, en fait, sur votre territoire par rapport à cette question, effectivement, de la gestion de l'eau? Alors sur le marais Poitevin, bien sûr, l'année 2022 était extraordinaire. Elle était extraordinairement difficile à gérer. Et donc on a subi des niveaux, des débits, des niveaux piézométriques et puis des niveaux d'eau dans le marais exceptionnellement bas. Mais depuis très longtemps, sur le marais, de nombreux acteurs s'ingénient à trouver des solutions. Et donc on a sur le marais un système de gestion qui est extrêmement perfectionné, où tous les acteurs apportent leur contribution. Le BRGM avec un modèle des nappes phréatiques, des syndicats mixtes gémapiens qui se sont constitués ces dernières années, mais aussi des syndicats historiques des ASA, des associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers, qui exercent également des missions de gestion des niveaux d'eau. Il y a un parc naturel régional. Tout ce partenariat s'ingénie à trouver des solutions pour mieux gérer l'eau. Il y a bien sûr les services de l'État, etc. Et le PMP fait partie de ces acteurs qui contribuent à une meilleure gestion de l'eau. Donc cette année, comme toutes les années, nous avons mis en place les outils de gestion qui sont à notre disposition. Le PMP a fait des propositions d'autolimitation des prélèvements agricoles en particulier, puisqu'une de nos missions, c'est celle de l'organisme unique de gestion collective. Donc nous coordonnons les prélèvements d'eau d'irrigation. Donc on a fait des propositions d'autolimitation des prélèvements agricoles avant que, assez rapidement, plus rapidement que d'habitude, l'arrêté cadre interdépartemental prenne le relais et que les préfets n'imposent des restrictions à ces prélèvements d'irrigation. Donc voilà, tous les outils qui sont mis en place sont opérationnels, mais encore une fois, cette année était exceptionnelle et on subit encore aujourd'hui les conséquences de cette année météorologique particulière. Alors, elle est exceptionnelle, mais comme disait tout à l'heure Florence, elle est amenée à se répéter. Donc c'est vrai qu'on a souvent la mémoire courte, mais on peut imaginer quand même que la situation de cette année va se reproduire, pas l'année prochaine, mais dans les années qui viennent, avec une intensité qui sera aussi forte. Donc, tout à l'heure, Thierry Burlot a appelé à mettre en place effectivement des nouvelles gouvernances pour arriver à gérer cette situation. Est-ce que vous estimez que la gouvernance que vous venez de décrire sur le marais Poitevin, avec un organisme minime de gestion, un rôle partenarial avec un certain nombre d'acteurs, est aujourd'hui suffisant, adapté à la situation, ou si ça se reproduit chaque année comme ça, il va falloir inventer autre chose, notamment pour mieux contrôler les prélèvements dans les ressources, pour mieux anticiper, pour mieux aussi créer des solutions fondées sur la nature, comme on l'évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous avez tous les outils à votre disposition ou pas ? Alors oui, tous les outils sont en place. Ensuite, il faut les mobiliser, bien sûr. Alors il faut bien distinguer la gouvernance et puis les politiques qui sont mises en œuvre. La gouvernance du marais Poitevin, elle est plutôt opérante, opérationnelle. Le conseil d'administration de l'EPMP réunit pratiquement toutes les forces en présence. Il y a bien sûr les services de l'État, le monde agricole, les associations de protection de la nature, des scientifiques. Donc la gouvernance de l'EPMP, on l'appelle le Parlement du marais Poitevin. Je pense que c'est une structure qui est parfaitement adaptée. J'ajoute que à l'établissement,
on met en place un certain nombre de chantiers et à chaque fois, on s'ingénie à rassembler les partenaires les plus pertinents pour mener ces chantiers. Donc il y a des sortes de sous-gouvernance, mais de sous-ensemble du conseil d'administration auquel on associe d'autres partenaires extérieurs. On s'ingénie à trouver des formes de gouvernance adaptées aux problématiques qui se posent à nous. Ensuite, sur les outils qui sont mis en œuvre, tous ces outils sont à disposition. On a en particulier ce qui a été promu par le récent Grenelle agricole de l'eau et du changement climatique. Ce sont les fameux PTGE qui se mettent PTGE, en place. C'est un acronyme que tout le monde ne connaît pas. Il faut peut-être expliquer ce que c'est. Simplement dire. Ce sont les projets de territoire pour la gestion de l'eau. Donc ce sont des actions qui étaient déjà mises en œuvre en application d'une circulaire plus ancienne. Mais en 2019, une nouvelle instruction du gouvernement est venue promouvoir, ou en tout cas préciser ce que c'était qu'un projet de territoire pour la gestion de l'eau. Et donc, comme je l'indiquais, le récent Grenelle agricole de l'eau et du changement climatique, un de ses résultats essentiels, ça a été de promouvoir ces fameux PTGE. Donc un PTGE... Ce sont des outils de concertation, justement, sur le territoire. Et vous en avez un sur le Marais Poitevin, à l'échelle du Marais Poitevin? Comment ça se passe concrètement? Alors, on a déjà des outils historiques qui ressemblaient. On avait un projet sur les Autises, on a eu des CTGQ passés avec l'Agence de l'eau sur les bassins du Lay et de la Vendée. Et aujourd'hui, donc, ces PTGE, des formes plus modernes de ces projets-là. On en a un qui est labellisé PTGE, c'est le protocole Seine-Niortaise-Mignon, sur les départements de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Et on a 2 projets nouveaux qui sont en cours d'élaboration sur le bassin des Autises, en Vendée et en Deux-Sèvres, et sur le bassin du Curé en Charente-Maritime. Donc en clair, on constitue un comité de pilotage, des groupes de travail, pour élaborer des modalités de gestion de l'eau qui soient durables, qui soient sur le long terme, et qui permettent de rationaliser l'utilisation qui est faite de l'eau sur la durée. Et donc vous avez un retour d'expérience aujourd'hui suffisant pour dire si ça marche bien, s'il y a des choses à améliorer? Parce que là, effectivement, on parlait tout à l'heure de gouvernance, c'est un exemple concret de mise en place d'une gouvernance à l'échelle d'un territoire. Quelle est votre appréciation en fait sur les forces et faiblesses là, de ce que vous constatez? Alors, retour d'expérience, c'est difficile. Le premier PTGE labellisé, celui du protocole Seine-Niortaise-Mignon, il est en cours de mise en œuvre. Et je pense que cette mise en œuvre, elle est sur le long terme. C'est un protocole qui a été négocié en 2017-2018. Il a été signé fin 2018. Il est en cours de mise en œuvre. Nous verrons sur la durée quels sont ses résultats. Ensuite, les 2 autres PTGE, ils viennent de démarrer également. Donc, le retour d'expérience, difficile de l'avoir. Mais vous sentez une adhésion quand même des partenaires? Vous sentez une adhésion autour de ce mécanisme? Parce qu'on a vu, c'est vraiment un enjeu aussi de concertation, d'arbitrage aussi en quelque sorte sur les ressources. Donc est-ce que vous sentez qu'il y a une adhésion à cette démarche? Alors il y a un certain enthousiasme, c'est évident, des acteurs locaux à contribuer à ces projets. Le tour de table du protocole Seine-Niortaise-Mignon était considérable. Sur les projets Autises et Curé, il y a également de nombreux partenaires autour de la table et tout le monde est enthousiaste à l'idée de construire ces projets ensemble. Oui, tout à fait. Il y a une très large adhésion autour de ces projets. Alors, il y a un élément, évidemment, une question que je ne peux pas m'empêcher de vous poser, c'est évidemment l'aspect médiatique des choses, puisqu'on a vu effectivement les conflits quand même d'usage qui existent autour notamment de l'usage agricole, avec les fameuses bassines qui, dans les Deux-Sèvres, ont fait l'objet de manifestations récurrentes. Est-ce que c'est un sujet qui est inclus dans la gouvernance justement de l'établissement public? Ça fait partie de vos missions, d'arriver à réguler ces choses-là? Et comment vous vous y prenez le cas échéant? Alors l'établissement a des moyens limités, c'est-à-dire que nous nous efforçons, nous, de mettre autour de la table les partenaires qui veulent bien discuter, négocier et construire avec nous. Ensuite, il y a un domaine qui relève plus du politique et qui n'est pas dans les cordes d'un fonctionnaire de l'État, directeur de l'établissement en tout cas. Donc ces problèmes dont vous parlez relèvent plus du politique et c'est en dehors de mon champ de compétences.
D'accord. Bon, ok. Peut-être, je ne sais pas si on est dans le timing. Ça y est, c'est bon, on peut continuer. Donc, la question aussi peut-être des investissements, puisqu'on évoquait tout à l'heure cette question. Donc, il y a un certain nombre de... Enfin, on a vu que, évidemment, le rôle de la Banque des territoires, c'est de pouvoir accompagner sur ces questions les territoires. Et on a vu qu'il fallait sans doute développer des solutions nouvelles, notamment sur la gestion des cours d'eau, les solutions fondées sur la nature, le stockage de l'eau en sous-sol. Est-ce que vous avez quelques exemples peut-être à nous donner sur des projets qui ont été portés par l'établissement public, des projets d'investissement qui sont vertueux et qui devraient être davantage développés à l'avenir? Alors, il y a comment dire, il y a de très nombreux sujets qui nécessitent surtout de la concertation et de la matière grise et de la bonne volonté. Donc ça, c'est un grand pan de l'activité de l'établissement qui favorise la concertation, la conciliation et puis l'objectivation des enjeux. Et ça, c'est très important, c'est un point de départ incontournable. Ensuite, effectivement, il y a des domaines qui nécessitent des investissements. Alors le PNP a disposé pendant quelques années d'un PIT, c'était une source de financement de l'État qui a permis de financer de nombreux projets. Aujourd'hui, ce sont plutôt les syndicats mixtes GEMAPiens qui ont pris la relève intégralement pour financer ces opérations. Dans le passé également, le PIT a permis de subventionner des réserves de substitution. Et donc dans le sud Vendée, il y a eu de nombreuses réserves de substitution créées et l'Agence de l'eau vient de finaliser une évaluation de ces projets de réserve de substitution, de ces projets de stockage. Donc je pense qu'il faut se référer à cette évaluation qui vient d'être faite par l'Agence de l'eau. J'indiquerai simplement que dans cette période difficile que nous venons de vivre, les différentes unités de gestion du bassin se sont vite mises à clignoter en orange, puis en rouge, puis en noir, c'est-à-dire qu'on est passé en situation de crise sur de nombreux périmètres. Sur le territoire dont je viens de parler, qui vient d'être évalué par l'Agence de l'eau, pendant une durée considérable, les secteurs sur lesquels on a de la substitution sont restés en vigilance, c'est-à-dire dans un niveau d'alerte relativement modéré. C'est-à-dire qu'on a pu, sur ces territoires-là, grâce à cette substitution, maintenir des niveaux de la ressource relativement convenables et également donc d'irrigation agricole. Ensuite, sur les investissements, eh bien, nous verrons. C'est dans le cadre de ces PTGE que les investissements seront décidés et nous verrons à l'avenir. Mais encore une fois, le PNP, lui, enfin le marais Poitevin se trouve dans le bassin Loire-Bretagne. Donc on a entendu le président du comité de bassin s'exprimer. Et donc le PNP se trouve bien entendu dans ce cadre politique-là qui est fixé plutôt par le comité de bassin et son président. Donc le PNP appliquera dans ce cadre-là les instructions qui lui seront données par, entre autres, le comité de bassin. Ok, écoutez, merci beaucoup Johan pour cet échange. Vous restez avec nous le cas échéant si vous voulez réagir ensuite sur les questions, puisqu'il y en aura tout à l'heure probablement, et puis sur les propos des différents intervenants. Et donc du coup, je vais inviter donc Dominique Terrier à me rejoindre. Bonjour Dominique. Dominique, vous êtes directeur associé d'Aquasys. Donc déjà dans le nom d'entreprise, on entend aqua, eau, on s'imagine que vous êtes une entreprise qui s'intéresse à ce sujet de l'eau. Peut-être pour commencer, vous présenter, nous dire un peu qu'est-ce qu'Aquasys, quelles sont ses missions, enfin quels sont son objet social, et puis depuis quand cette société est-elle créée? Sur le bouton. Merci. Thierry, donc Akwasi, c'est une société d'une quinzaine de personnes qui réunit un tiers d'hydrogéologues, d'agronomes, d'experts, de docteurs spécialisés dans l'environnement et 2 tiers d'informaticiens. Et ensemble, on fait des outils d'aide à la décision pour la gestion de la ressource en eau. Donc c'est des outils qui s'adressent essentiellement aux acteurs publics. Ça va des services de l'État jusqu'à la petite collectivité, pour gérer, pour accompagner l'ensemble des processus de décision qui ont été évoqués précédemment, c'est-à-dire gérer l'eau potable, gérer l'assainissement, prévenir les inondations, gérer l'irrigation collective, gérer les sources de pollution, gérer les usages de l'eau pour, à partir d'une vision concertée et globale de
de l'eau, Ouais. organiser ses usages et prévenir les risques qui sont associés. D'accord. C'est une société que vous avez créée il y a combien de temps et vous en êtes le fondateur enfin, comment ça se passe? Quelle est la genèse de ta création de la société? Alors c'est une société qui a été donc le cœur de la création de la société date de 1996, c'est-à-dire que le fondateur c'est pas moi, c'est Stéphane Barton qui a fait son service militaire pour la DREAL Centre à gérer des réseaux piézométriques. D'accord. Et c'est à partir de ça, il a maintenu cette expertise. La société a été créée en 2006 sous forme de prestataire de services. Et donc moi je l'ai rejoint en 2016, j'ai un parcours à peu près équivalent. Et on a ensemble transformé la société pour en faire un opérateur de service, de manière à ce que tous les outils numériques dont je vous parlais tout à l'heure soient disponibles en ligne, par abonnement, et que ce ne soit plus un projet informatique à porter par une collectivité qui a beaucoup de choses à faire, et certainement pas celle d'imaginer ce que seraient des outils de gestion de la ressource en eau dans le contexte du changement climatique. Donc on fait en sorte qu'ils soient clés en main, disponibles en ligne. D'accord. Donc du coup, vous êtes une société de services auprès des collectivités locales sur la gestion de l'eau à partir des données. Donc peut-être petite question là-dessus parce que pour des béotiens comme nous, c'est pas forcément évident, mais les données sur l'eau, elles sont nombreuses, faciles à capter, faciles à exploiter. Enfin, on sent bien que c'est un gisement qui peut être très important. On parlait tout à l'heure d'anticipation, de profondeur de champ, de pouvoir prévoir. Hein. Florence nous disait, nous on arrive à prévoir à 6 mois, il faudrait qu'on prévoie à 1 an. Voilà, donc on sent bien que cette question de l'information, la gestion de la donnée est très importante. Vous, quelle est votre analyse en fait sur la situation aujourd'hui en France en termes de données sur l'eau? Alors il y a beaucoup eu d'efforts déjà réalisés grâce à l'initiative Open Data. Donc il y a par exemple pour l'eau souterraine la plateforme ADES qui met en disposition des données qui sont de bonne qualité. On voit de plus en plus apparaître aussi des données de la qualité, des données météorologiques qui sont de plus en plus accessibles. Maintenant, le travail n'est pas complètement terminé, hein, donc il faut encore aller chercher des données qui sont dans des états dans des formats ou dans des niveaux de disponibilité qui sont intermédiaires. Et puis après, il faut aller créer d'autres données. Donc, c'est une partie du travail d'Aquasys, hein, c'est d'aller chercher les données, quelle que soit leur nature, quel que soit leur format, de les fédérer sous forme sous une base de données unifiée, afin qu'elles soient disponibles de manière simple, quoi. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez justement nous donner un petit exemple de prestation d'Aquasys par rapport à une collectivité locale pour qu'on puisse bien sentir, concrétiser quel type de service vous proposez, vous offrez aux collectivités locales et comment elles l'utilisent en fait ce service par rapport à la question du changement climatique? Alors, je vais prendre 2 exemples. Donc, un exemple, c'est le secteur de l'eau potable. On travaille pour plusieurs grands syndicats d'eau de l'ouest de la France, comme Vendéo, Eau 17, Eau du bassin rennais. Pour ces acteurs-là, on va donc collecter des données de l'état de la ressource, mais aussi des données d'usage qui sont transmises par les exploitants. Donc, c'est des données de prélèvement, c'est des données de qualité. Donc, les données sont fédérées, sont centralisées, fédérées. Et on produit des tableaux de bord avec des systèmes d'alerte en cas de non-conformité sanitaire ou de dépassement de seuil de prélèvement. Et à partir de ça, la relation maître d'ouvrage exploitant, elle s'organise sur des bases différentes. Deuxième exemple, c'est l'irrigation collective, qui est un sujet dont on a beaucoup parlé tout à l'heure. Donc on travaille pour des organismes uniques de gestion collective, où on va digitaliser déjà les données patrimoniales. Hein, donc ça représente aujourd'hui 15 000 points de prélèvement qui sont digitalisés. On va accompagner ces OUGC pour collecter les demandes d'eau annuelles, donc très tôt avant la campagne, avant le semis. On va les aider à établir le plan annuel de répartition, puis après à suivre les usages, de manière à produire, à se mettre en conformité avec les obligations réglementaires. Et tout ça, c'est en collaboration directe, d'une part avec les agences de l'eau, et d'autre part avec les préfectures. D'accord. Donc ce sont des outils de pilotage en fait que vous mettez à disposition des différentes collectivités locales ou instances collectives pour permettre d'anticiper ou même de piloter et de gérer en fait les prélèvements qui sont dans les nappes phréatiques. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des outils qui gèrent l'état. Donc
les capteurs permettent de savoir quel est l'état quantitatif ou qualitatif de la ressource. Et progressivement, donc, on fait beaucoup de recherche et développement pour aller vers de l'anticipation. Donc l'anticipation, on le fait dans 2 axes. Un axe qui est l'anticipation des disponibilités, grâce à l'intelligence artificielle ou grâce à des outils qui sont... Donc vous pouvez faire du prédictif là sur... on investit pas mal sur du prédictif. Donc Ouais. d'ailleurs, on est lauréat du concours Innov de cette année de l'ADEME là, pour mettre l'intelligence artificielle au service du prédictif pour la gestion quantitative de la ressource. Et on fait un autre exercice aussi sur l'anticipation des besoins, notamment des besoins agricoles, pour pouvoir, à 6 mois, on l'espère un peu plus tôt, à une échéance encore plus profonde, pouvoir faire un bilan besoin, disponibilité, et à partir de ça, anticiper et mettre en place très tôt les mesures de sobriété ou d'évitement, notamment pour l'agriculture. On espère travailler sur l'assolement, pouvoir agir sur l'assolement pour que, avant le semis, les décisions les plus douloureuses soient prises. Quand le semis est fait, c'est un peu trop tard. Donc ça veut dire concrètement que si par exemple vous avez un travail de prédiction qui permettrait de dire voilà, cette année ça va être particulièrement dur, vous pouvez dire très tôt dans la saison, prévenir les agriculteurs, leur dire il faudra peut-être limiter vos semis ou choisir des semis différents, parce qu'on sent bien que c'est aussi un des enjeux du réchauffement climatique, la gestion de l'eau, c'est la mutation aussi des agricoles, hein, puisque c'est quand même un des principaux préleveurs sur les nappes phréatiques. Donc ça, vous êtes capable de le dire assez tôt dans la saison et de pouvoir alerter sur le fait qu'il va falloir anticiper et changer peut-être des pratiques agricoles? Alors, c'est pas tout à fait notre mission. Notre mission, c'est de mettre en place les outils pour prendre cette décision. Oui, et bien sûr. après, la relation avec les agriculteurs, elle s'inscrit. Ouais. Voilà, c'est pas nous. Ouais. Et puis, elle relève aussi d'une démarche politique. Je reprends un peu les propos de tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, on est un fournisseur de moyens. Néanmoins, la donnée permet en fait déjà d'anticiper. Alors, elle se fait sur la base de scénarios climatiques. C'est-à-dire que quand on est au mois de janvier, on fait des projections sur la base de scénarios. Et si on part sur un scénario sec, puis finalement il pleut, on aura pris des précautions pour rien. L'inverse, donc cette situation est plutôt favorable peut-être pour les ressources, l'inverse est plus problématique. Ouais, d'accord. Tout à l'heure, vous parliez aussi de recherche-développement, donc ça veut dire que vous êtes en mouvement et que, comme toute entreprise, notamment agile comme la vôtre, toujours en train de regarder un petit peu ce qui peut être le business de demain. Donc, comment est-ce que vous analysez ça justement? À votre avis, comment les besoins des collectivités locales vont-ils évoluer dans le contexte actuel et prévisible du changement climatique? Donc, notre hypothèse, c'est que le changement climatique a un tel impact sur les hydrosystèmes que le besoin de gestion croît de manière continue. Donc ça met les collectivités locales qui sont en charge, qui ont la responsabilité de la gestion de l'eau, dans des situations difficiles parce qu'elles ne sont pas toujours outillées. Elles ne l'étaient pas parce que ce n'était pas un besoin. L'eau était en quantité et la qualité était au rendez-vous. Aujourd'hui, ça va être de moins en moins le cas, donc il va falloir gérer. Et donc il y a tout un processus en fait de transformation, de gestion du changement pour déjà s'approprier certaines décisions qui aujourd'hui historiquement n'étaient pas assumées, et puis progressivement monter en compétence avec les outils. Donc c'est un peu l'hypothèse. Nos outils sont faits pour être simples au début, puis se complexifier en fonction avec la montée en compétence des interlocuteurs. D'accord. Et là, justement, sur cette montée en compétence, parce qu'on voit bien que c'est aussi un sujet très important, est-ce que vous avez le sentiment que la formation, on va dire, au sein des collectivités locales ou même au sein des administrations est suffisante sur le sujet? Est-ce que vous vous heurtez éventuellement parfois à des problèmes de compréhension du sujet dans votre approche commerciale? C'est-à-dire qu'on pourrait penser intuitivement que votre service il doit être très, très intéressant pour toute collectivité locale qui va être confrontée à ce changement climatique, mais est-ce qu'en face vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience ou qu'il y a encore une prise de conscience à faire? Est-ce qu'il y a un problème de compréhension parfois sur ces sujets d'utilisation des données sur l'eau? Voilà, comment vous analysez ça en fait? On prend, pour nous, ce manque de formation ou d'expertise, c'est un
un objet commercial, hein. C'est-à-dire que c'est ça le besoin, il faut qu'on l'adresse, donc il faut qu'on réponde à cette difficulté. Par contre, aujourd'hui, le message qu'on essaie de faire passer aux collectivités, c'est que... Allez, vous écoute, hein, il y a des gens qui sont en ligne, donc profitez-en. C'est que cette informatique qui était complexe il y a quelques années, elle est clé en main, grâce à la puissance des nouvelles technologies. Donc, il est capable, mettre en place un outil de pilotage, c'est une question d'un mois. Donc on peut tout de suite avoir une connaissance de l'état quantitatif et qualitatif de la ressource, et à partir de ça, progressivement, mettre en place un outil aussi sophistiqué que celui qui a été évoqué par le Marais Poitevin. D'accord, ok. Donc votre cible, on parle plutôt du niveau intercommunal, enfin quel est le bon niveau en fait pour développer ce type de service? Alors, on s'organise pour répondre à tous les niveaux. C'est un peu c'est une obligation quand on travaille dans le secteur de l'eau, puisque d'un territoire à l'autre, l'organisation de l'eau change, la répartition des responsabilités change. Donc, on ne peut pas être monolithique. Il faut être très souple. Donc, les outils, en fait, ils répondent à une petite collectivité telle que la ville de Thonon, et jusqu'à l'échelle nationale pour le BRGM qui va gérer les données souterraines avec ces outils-là. D'accord. Mais ça, nos gros clients, c'est essentiellement les grands producteurs d'eau potable de l'Ouest. Donc ça représente environ 10% de la population qui est couverte en eau potable avec ces technologies. Ok, peut-être pour conclure, est-ce que vous avez un dernier exemple concret un peu emblématique à nous donner, ou alors un projet concret emblématique que vous voulez développer? Oui, alors on est très proche maintenant des OUGC, des organismes uniques de gestion collective, voilà. C'est ça. C'est pour gérer l'irrigation, si j'ai bien compris. Pour gérer l'irrigation, oui. Voilà. Et l'un des enjeux, puisqu'on est sollicité avec 2 chambres régionales d'agriculture, pour réfléchir avec elles, concevoir avec elles, ou tester à l'échelle territoriale des projets d'hydraulique agricole où on va, donc comme je vous le disais tout à l'heure, anticiper les besoins, éventuellement par satellite, par des déclarations d'agriculteurs, par des capteurs, anticiper les disponibilités, donc rendre les outils du BRGM, les modèles dont on parlait tout à l'heure, opérationnels, au service de la gestion, c'est-à-dire sous forme d'un tableau de bord dynamique qui est actualisé tous les jours. Et on va du coup utiliser ces outils pour imaginer un nouveau mode de gestion de la ressource, ou un peu plus résilient, où une partie peut-être des prélèvements serait conditionnée au respect de certaines contraintes qui peuvent figurer d'ailleurs dans les PTGE, hein, c'est-à-dire des efforts de sobriété, des efforts de gestion. D'accord. Et comme ça, adopter une gouvernance des autorisations qui soit mieux adaptée en fait aux aléas de la sécheresse. D'accord. Ok, bon, écoutez, merci beaucoup pour cette illustration. Et puis j'ai compris que Aquasif pourrait être donc un outil au service de la sobriété et de pouvoir effectivement accompagner donc les territoires dans cette direction dont on voit bien qu'elle est incontournable. Merci beaucoup Dominique. Merci. Et puis donc bonne suite pour le développement d'Aquasys. Merci. Alors je crois qu'on va passer à la séquence questions avant de conclure notre table ronde. J'imagine qu'il y a eu donc dans le chat un certain nombre de questions. Est-ce qu'on peut peut-être me les communiquer? On a une première question effectivement pour Monsieur Terriez. Alors vous restez avec moi alors. Voilà. Travaillez-vous avec des stations de ski, gestion de la ressource, pour l'enneigement, le réseau d'eau potable? Est-ce que vous avez des exemples? On ne travaille pas avec des stations de ski, mais on travaille avec une variété d'acteurs assez vaste. Donc, alors la limite d'Aquasys, c'est qu'on va gérer des réseaux de transport de l'eau, mais on ne va pas gérer les réseaux de distribution, donc le réseau capillaire qui amène l'eau jusqu'aux utilisateurs finaux. C'est une technologie tout à fait particulière qui n'est pas la nôtre. D'accord. Donc un réseau d'eau pour la neige artificielle, c'est pas notre métier. D'accord. Bon, la réponse est claire. Il y a d'autres questions, Zineb? Non. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle éventuellement? Enfin, n'hésitez pas si vous avez des interrogations. Oui.
Bonjour, Florence Domas, je suis la déléguée générale du Cercle français de l'eau. J'aurais une question pour vous, Monsieur Thiriet. À quel point vous proposez aussi peut-être à vos clients de nouveaux sujets? Et puis je me demandais aussi comment la Banque des territoires accompagne, alors peut-être pas vous directement, mais en tout cas les projets sur lesquels vous travaillez. Alors, quand je dis aussi de proposer en fait à vos clients de nouveaux projets, je pense à tout ce qui est prospective, parce que vous parliez justement du lien que vous avez avec les OUGC pour gérer les prélèvements, et à quel point vous travaillez avec eux aussi pour imaginer une prospective sur un changement de pratique peut-être plus adapté sur certains territoires à la disponibilité de la ressource. Et comment la Banque des territoires peut vous accompagner sur ces projets-là. Merci. Alors la Banque des territoires nous accompagne et ils croient en Aquasis, et il y a quelques mois, la Banque des territoires a pris une part du capital d'Aquasis. Deuxième axe, en fait, c'est que les projets de gestion dynamique de l'irrigation que j'évoquais tout à l'heure sont présentés par les chambres d'agriculture à l'appel à manifestation d'intérêt qui est opéré par la Banque des territoires. Donc la Banque des territoires est vraiment un acteur central pour l'évolution des outils numériques et leur mise en œuvre concrètement dans les territoires. Mmh. Merci pour cette précision. Effectivement, c'est important de le rappeler. On essaie effectivement de jouer un rôle proactif. Ça a été dit tout à l'heure en introduction par Géraldine et Audrey. Et donc, on intervient effectivement à la fois peut-être pour prolonger la réponse à la question. J'ai dit tout à l'heure en introduction, mais donc on a un rôle de financement, cofinancement d'ingénierie auprès des collectivités locales sur ce sujet-là, dans la conception, on va dire, des stratégies ou des projets. Et ensuite, on a la possibilité de financer en prêt très long, à la fois les sujets liés au petit cycle de l'eau, notamment les réseaux d'eau et d'assainissement, sur des durées qui peuvent dépasser les 30 ans. Et on a aussi maintenant la possibilité d'utiliser ces financements aussi pour financer des solutions fondées sur la nature, dont on a parlé tout à l'heure. Notamment les questions de désimperméabilisation sont incluses dans nos produits. Et puis le troisième volet, effectivement, c'est les fonds propres. Et donc, comme vous venez de le dire, effectivement, on intervient au capital de certaines sociétés, notamment sociétés comme la vôtre, qui sont des sociétés de services et qui interviennent sur la question de la gestion de l'eau et qui sont tout à fait dans la vision de services d'intérêt général. Donc, tu veux compléter? Vas-y, Géraldine. Oui. Oui, en deux mots, dire effectivement qu'on investit, on apporte des capitaux aux petites entreprises innovantes qui offrent des solutions au territoire par rapport à ces problèmes de gestion intégrée de la ressource. Et je voulais apporter une précision sur les financements de l'ingénierie territoriale. On peut cofinancer les fameux PTGE, les projets territoriaux de gestion de la ressource, et aussi des schémas directeurs, donc des diagnostics qui pourraient faire appel aux solutions proposées par Aquasis et diagnostics sur la ressource. C'est possible. Et sur les infrastructures hydrauliques, on a ces offres de prêts long terme qui existent et qui peuvent aussi faire partie de la solution. Et qui sont, je précise sur ce point-là, sur les prêts, il y a possibilité aussi de financer des réseaux d'irrigation portés par les collectivités locales, à condition évidemment qu'ils s'inscrivent dans un PTGE. Voilà pour cette question, merci de la question. Est-ce que, Zinab, il y a d'autres questions qui se sont apparues au chat? Oui, une autre pour Monsieur Thiriet. Donc, je comprends que l'outil offre aux acteurs une prospective de court terme, inférieure à 1 an. Travaillez-vous également avec des projections de plus long terme, à 5, 10, 20 ans, intégrant l'évolution du climat? Alors, nous, on fournit des outils de gestion dynamique et l'échéance de gestion vers laquelle on essaie de se projeter, c'est un cycle hydrologique. Au-delà, c'est pas des outils. Les outils qu'on propose sont trop sophistiqués. Il vaut mieux faire appel à des études où on va aller faire des simulations. Ces outils-là sont pas adaptés à cet usage. Néanmoins, on prévoit de publier, quand elles seront disponibles, les projections d'eau souterraine ou d'eau superficielle qui sont en train d'être calculées pour que nos clients puissent avoir une vision assez large de l'état de la ressource et de son évolution
à long terme. D'accord. Ok, très bien. Bon, je crois qu'on a épuisé les questions en ligne. Écoutez, je pense qu'on est arrivé au terme de notre table ronde. Je remercie une nouvelle fois tous les intervenants. Merci beaucoup Florence Abetz. Merci aussi beaucoup à Thierry Burlot, je ne sais pas s'il est encore en ligne avec nous. Merci aussi à Johan Lemreich et merci aussi à vous, Dominique. Vous avez beaucoup de questions, donc c'est un sujet qui a manifestement intéressé. On en a une dernière peut-être. Alors on a encore une dernière avant de conclure. Allons-y. Pour Florence Abetz. Florence. Ouais. Les territoires de montagne ont-ils un rôle particulier à avoir dans la gestion de l'eau, notamment concernant l'agriculture, le tourisme, l'énergie? Est-ce durable? C'est une très bonne question, effectivement. Alors, les territoires de montagne sont vraiment un enjeu particulier pour l'eau, puisque la principale source d'eau vient des montagnes. Hein. Ils reçoivent beaucoup de pluie et finalement, aujourd'hui, il y a assez peu d'évaporation, donc c'est la principale source. Et c'est vrai que si les usages de l'eau se multiplient en montagne, ça veut dire qu'il y en aura encore moins en bas. Mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi des zones de refuge de biodiversité. Et je pense que tout le monde a bien en tête que climat, biodiversité sont liés. Hein, donc, il faut aussi avoir la possibilité pour les espèces de se réfugier en altitude pour garder la fraîcheur. Et donc aussi cette question de préservation des zones de montagne, je dirais pour des zones naturelles. Je pense que les montagnes sont vraiment des zones à enjeu très, très importants. Je pense que les humains auront besoin de prendre de la fraîcheur là-haut, les animaux aussi, la végétation et l'eau. Vraiment, effectivement, il y a un enjeu sérieux sur l'eau en montagne. Actuellement, je pense que ça pose pas trop de soucis, mais on voit que les développements sont en cours et sont importants. Et il y a un risque aussi en montagne qu'on ait besoin, si on veut continuer de faire vivre l'industrie du ski, besoin peut-être d'eau aussi pour l'entretenir. C'est un des enjeux. Hein. Il y a un conflit clair entre le développement de cette économie autour des sports d'hiver et la ressource en eau. Hein. Oui, voilà. Je pense qu'il faut arrêter de penser qu'on peut développer le ski. Il faut juste peut-être éventuellement le maintenir tant qu'on peut, mais miser sur du développement, ça paraît... Non, mais sans le développer, déjà pour le maintenir. Voilà, le maintenir. Et là, c'est vrai qu'on voit toutes les retenues qui sont faites. Le dernier cas là, sur la Clusaz qui fait polémique, hein, donc avec un prélèvement dans une nappe qui est utilisée pour l'eau potable, pour les retenues de ski. Là, je pense qu'on touche... On touche là vraiment. Donc il faut des PTGE dans la montagne d'urgence. Finalement, ça viendra sans doute plus vite qu'on ne le pensait, je pense. Et puis donc, effectivement, les enjeux en montagne sont aussi liés au fait que la réduction du manteau neigeux va vraiment modifier toute la cyclicité du cycle de l'eau. Et ça, je pense que c'est un grand enjeu, une grosse modification. Du coup, une petite question, parce qu'effectivement, la montagne jouait un rôle de stockage naturel en fait, de l'eau sous forme de neige et de glace. Oui. Ce stock est en train de fondre et s'épuiser. Et donc, comment est-ce qu'on pourra maintenir une capacité de stockage en montagne à l'avenir ? Bon, alors en fait, il y a quand même des petits aquifères en montagne, plus ou moins importants. En fait, on les connaît très mal parce que jusqu'à présent, on considérait que tout passait par la fonte des neiges ou la fonte des glaces. Donc il y a quand même un petit peu de connaissances à acquérir sur ces zones qui sont quand même présentes. On sait que malheureusement, quand les glaciers disparaissent, souvent, ils font apparaître un lac glaciaire. Donc il y aura quand même ce genre de stockage qui seront disponibles. Mais c'est vrai que l'autre problématique, c'est que quand la neige est présente et qu'elle fond d'un coup, il y a vraiment très peu de cette partie d'eau qui s'évapore, alors que quand ça va être des pluies qui vont être sur la prairie, là du coup ils vont pouvoir alimenter la végétation et donc s'évaporer. Donc il y a aussi ce problème direct on aura moins de volume a priori et pas au même moment. Donc ça c'est deux aspects et les conséquences. Je pense que pour la montagne c'est une vraie modification, mais pas forcément trop de sécheresse. Par contre pour l'aval ça va être plus compliqué. Oui, alors on le voit déjà, nous qui sommes au capital de la CNR, la Compagnie nationale du Rhône,
à quel point ça impacte déjà en fait les débits sur le Rhône et toutes les conséquences dans les usages des eaux fluviales en fait, Voilà. entre l'énergie, l'agriculture notamment. Et tout à l'heure vous faisiez allusion à la question du nucléaire. On sait bien que sur la vallée du Rhône il y a plusieurs centrales qui sont installées. Et qu'on a aussi un programme national de 14 EPR qui est envisagé. Donc, dernière question, peut-être, Florence, on profite, mais comment vous voyez un peu la gestion de cette question? Est-ce que demain, on pourra continuer à mettre des centrales nucléaires sur les fleuves? Là, c'est vrai que c'est un gros pari, on va dire. On voit bien la difficulté que c'est de maintenir les étiages pour le refroidissement de ces centrales. Moi, je pense que pour passer les futures sécheresses qui seront quand même encore singulières par rapport à celles qu'on a connues cette année, c'est-à-dire que là, on a 1 an en gros de déficit de pluie, les prochaines sécheresses, ce sera 2, 3, 4 ans. Jusqu'à 4 ans de pénurie. Ouais. Oui. Il faut imaginer un petit peu, nous on se projette dans le futur avec les projections climatiques, mais on sait qu'on est un petit peu dans une zone similaire à ce qu'il y a en Amérique, donc Golfe du Mexique. Donc ce qui se passe en Californie, clairement, c'est quelque chose qui peut se produire chez nous. On voit bien que les lacs sont complètement vides au bout de quelques années de sécheresse. Donc si c'est ça à l'avenir, ça va être très difficile de maintenir des débits suffisants pour refroidir ces centrales. Donc là, on va être vraiment très, très impacté. Et c'est vrai que moi, je ne vois pas comment on pourra sortir de situations aussi complexes, à moins de se dire, voilà, on va sacraliser, on va dire, certaines ressources en eau à des situations complètement extrêmes. Donc ce que moi j'appelle des ressources stratégiques. On en a ici, par exemple, sous Paris, la nappe de l'Albien, c'est considéré comme une ressource stratégique en eau, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de prélèvements et elle doit servir à alimenter en eau potable la région si par hasard il y avait un gros risque de pollution ponctuelle, donc c'est ce qu'on appelle une ressource en eau stratégique. Je pense que quelque part on va être obligé de se dire que certaines ressources en eau, certains lacs de montagne, justement parce qu'ils sont très en amont, devraient être complètement préservés de tout usage pour éventuellement... Une forme de sanctuarisation de certaines ressources. Pour éventuellement servir de ressources stratégiques les années les plus difficiles. Enfin, là, je pense que ce que vous venez de dire, c'est très illustrant parce que 4 ans, l'équivalent de 4 ans de sécheresse anticipée, on n'avait pas forcément ça en tête. Et la référence à la Californie, quand on voit ce qui s'y passe encore cet été, c'est assez effrayant quand même. En gros, l'augmentation de la durée des sécheresses dans nos projections, c'est de l'ordre de 30%. Mais 30% sur 30 ans. Ça ne veut pas dire que c'est un mois en plus chaque année. Ça veut dire vraiment que sur 30 ans, il y a ces périodes de sécheresse longue. Et quand on voit en fait, on a de la chance, puisqu'on a quand même des gros aquifères en France, que ce soit en Aquitaine, au bassin parisien ou la nappe d'Alsace. Elles ont des dynamiques assez longues. Et là, par exemple, cette année, elles n'étaient pas très basses. Imaginez la même sécheresse avec des niveaux de la nappe qui sont assez basses. Et ça, on sait qu'il y a des fluctuations naturelles qui font qu'elles peuvent être assez basses. Et on sait qu'avec ce qui va se passer, elles risquent de diminuer. Voilà. Donc oui, cette année, c'était pas super, mais on peut s'attendre à pire. Donc il n'y a pas un moment à perdre, si je comprends bien, dans notamment l'assimilation des eaux de surface en sous-sol pour maintenir le plus possible ces niveaux de ressources stratégiques. Voilà, c'est sûr que quelque part, il va falloir préserver ces eaux souterraines de bonne qualité, parce que pareil, si elles sont trop polluées, ça a moins d'intérêt. Et donc, voilà, pour passer les années les plus sévères. Merci beaucoup, Florence. Alors bon, c'est pas une conclusion très joyeuse, mais enfin bon, il faut regarder les choses en face. Donc, on a fait aussi cette table ronde pour ça. Merci beaucoup encore une fois à tous. C'était vraiment très intéressant et très divers, très bonne qualité. Et donc, pour ma part, pour notre part au Hub, donc on va vous donner rendez-vous pour une nouvelle séquence sur le cycle adaptation que j'évoquais en introduction. Donc, la prochaine séquence est prévue le 8 décembre. Ce sera la dernière pour l'année 2022 et elle portera justement sur la question de l'adaptation au changement climatique
dans les zones de montagne. Donc on aura effectivement un focus consacré à ça. Et on a fait un petit peu le teasing, puisque ce que vous nous avez dit sur la montagne nous montre bien que l'eau va être aussi un des sujets majeurs. Bon, mais ce n'était pas le seul, on en avait d'autres aussi en magasin, donc on va essayer d'évoquer tout ça le 8 décembre. Et donc on aura terminé en quelque sorte la boucle sur un certain nombre de thèmes d'adaptation au changement climatique qu'on avait prévu sur toute l'année 2022. J'en profite d'ailleurs pour adresser des remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à la préparation de cette table ronde aujourd'hui. Évidemment, les équipes du Hub qui travaillent à chaque fois avec nous, qui nous met à disposition ces superbes locaux. Et puis, donc, toutes les équipes qui viennent en appui, notamment l'agence Levé de Rideau qui m'a aidé à préparer cette séquence aujourd'hui. Et donc, je vous donne rendez-vous au 8 décembre. Merci beaucoup encore. Et puis, au plaisir de vous retrouver donc nombreux aussi en ligne la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir.